Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici dans cette ville de Dijon que je ne connaissais pas, donc en plus il y a le soleil qui m'accueille aujourd'hui. Je viens de Montpellier, donc je suis très content d'avoir le soleil aujourd'hui, donc ça c'est cool. En tout cas, merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui de notre histoire chez Carrefour, comment est-ce qu'on a fait pour synchroniser toutes nos data plateformes qu'on avait dans différents pays. Donc je suis data architecte au niveau du groupe de Carrefour et je suis aussi Google Developer Expert sur Google Cloud. Ce qui tombe bien parce que Carrefour utilise Google Cloud à 80-90% pour ses assets cloud. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous connaissez Google Cloud? Ouais. Ok, un test. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce service? Ah non, de suite, c'est un peu plus compliqué. Alors ça, c'est un service que j'adore chez Google, c'est mon service qui est préféré. C'est Cloud Run. Donc Cloud Run permet de servir des conteneurs en mode serverless. Vous prenez votre conteneur, vous le poussez, il marche. Voilà. Alors juste une parenthèse, je parle bien de conteneurs. Beaucoup parlent de Docker ou de Docker Image. Non. Docker, c'est un outil pour construire des conteneurs, c'est pas un conteneur. Bon, passons. Voilà, donc je vais passer un peu de temps sur les logos que je vais vous mettre de Google Cloud, histoire de vous expliquer à quoi servent les briques. Donc ça, voilà, ça vous avez compris, vous prenez un conteneur, vous le déployez, vous appelez une URL, ça fonctionne. Si vous ne l'utilisez pas, ça scale à 0, si vous l'utilisez, ça scale à plusieurs centaines d'instances. Autre question, est-ce que vous connaissez Carrefour? Ah, il y en a beaucoup qui rigolent, mais quand j'ai rejoint le groupe Carrefour il y a presque 3 ans, j'ai été étonné de la taille du groupe. En fait, c'est un groupe, c'est une multinationale où il y a plusieurs pays, une quarantaine de pays dans le monde. D'ailleurs, ici, il manque l'Inde, qui a été ouverte cette année. Donc voilà, il y a plusieurs milliers de magasins, presque 15 000 magasins, des millions de clients, et surtout, on a 3 milliards de tickets de caisse tous les ans. Alors j'en parle parce que le use case, je vais prendre un exemple juste après, va justement traiter de ces tickets de caisse, et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant. Donc moi, je ne sais pas que Carrefour, c'était aussi grand. Ça fait presque 5 milliards de chiffres d'affaires tous les ans. Enfin voilà, c'est vraiment un gros groupe. Alors, je vais vous parler d'un use case, je vous ai dit, au niveau du groupe, qui s'appelle Carrefour Links. Alors, normalement, Links, vous ne connaissez pas parce que c'est du B2B, donc on fait du business avec des professionnels. Et le principe est le suivant. Dans tous nos pays, tous les pays de Carrefour, hein, je pense même que chez tous les retailers, on n'est pas une exception, on a différents domaines data. On va avoir des clients, avec des cartes de fidélité, etc. On va avoir des magasins, on va avoir de l'e-commerce et on va avoir tout ce qui est supply. Donc supply, c'est tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, donc des entrepôts, des camions, etc. Et comme Carrefour est un groupe qui a été construit avec des acquisitions, des fusions, vous avez entendu qu'on a racheté Korea Match cette année. Pareil pour les pays, on a acquis des pays au cours du temps. Donc en fait, chaque pays va traiter localement, donc sur Google Cloud, avec les chaînes qu'ils veulent en temps réel, pas en temps réel, mais c'est eux qui traitent leurs données locales. Donc tous les pays ont leur propre chaîne de traitement. Donc vous voyez là, la France utilise du Kafka et du Elastic. Donc c'est pas que du Google malgré tout, mais ça tourne sur un environnement Google Cloud. Quoi qu'il en soit, au final, les données finissent dans BigQuery. Donc BigQuery, c'est ce logo-là. Donc BigQuery, qu'est-ce que c'est? C'est un data warehouse serverless mis à disposition par Google. Vous rentrez une requête SQL, vous pouvez requêter des téras, des pétas, des exabytes de données en quelques secondes. Attention, ça peut coûter cher. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez le faire. Non, je le dis parce que des fois, vous traitez 50 téras de données sur une requête assez simple, et en 2 secondes, vous avez une réponse. Donc après, vous changez un peu la requête, vous relancez, ça fait 50 téras encore à payer. Et ça peut coûter cher. Voilà, dans une ancienne vie, j'étais chez Veolia. En une après-midi, il y a un data scientist qui a fait facturer 30 000 euros, comme ça. Donc, attention. Donc voilà, donc BigQuery, alors c'est super, hein, parce que vous n'avez pas besoin de gérer des machines, du provisioning, ça scale automatiquement. Voilà, c'est un produit qui est magique quand on fait de l'analytics par rapport à l'enseignement de Hadoop ou autre, mais il faut prendre ça avec des précautions. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que chaque pays a sa data platform locale? Il faut tout agréger au niveau du groupe, et c'est là où en fait, j'appartiens à l'équipe United, qui est ici au niveau du groupe. On récupère toutes ces données, donc il faut les centraliser, il faut les uniformiser, il faut les nettoyer, parce que des fois il y a des choses qui vont pas. Faut les redresser. Voilà, la façon dont la France et l'Espagne gèrent les promotions, c'est pas la même chose. Les promotions en France sont sur l'élément dans le ticket de caisse. En Espagne, c'est sur le ticket de caisse en entier que la promotion est appliquée.
Voilà, il faut gérer toutes ces différences entre les pays, et on fait ça dans United. Et une fois que les données sont dans United, on peut servir des use cases globaux. Donc il manque Carrefour Links, mais on a aussi d'autres use cases qui parlent un peu moins pour la prévision des stocks ou autre, mais en tout cas, Carrefour Links c'est sympa. Alors que fait Carrefour Links? Donc ça prend les tickets de caisse, donc rappelez-vous, il y en a quand même 3 milliards tous les ans. Ces tickets de caisse sont découpés par produit, donc on prend tous les produits par ticket de caisse, donc on a plusieurs dizaines de milliards de produits unitaires tous les ans, et on va grouper tous ces produits par fournisseurs. Donc les fournisseurs, ça va être les Coca, les Pepsi, les Mars, les L'Oréal, les Nestlé, Mondelez, etc. Et on va revendre cette donnée aux fournisseurs. Pourquoi est-ce qu'on la revend? Parce qu'au moins ça leur permet de connaître quel produit a été vendu dans quel magasin, par quel type de client. Si le client a une carte de fidélité, on sait le catégoriser en promovore, bio, produits frais, etc. On sait aussi s'il est étudiant, jeune parent, retraité. On arrive à catégoriser en fonction des paniers des clients, on arrive à les catégoriser. Et donc tout ça en fait, on va le revendre à nos fournisseurs. Donc on a plusieurs produits dans Links. On va parler de POS pour Point of Sales, donc c'est les points de vente. On a Data Shopper qui justement vend, on indique aux fournisseurs, par exemple à Coca, si un client a acheté toutes les semaines 6 bouteilles de Coca et qu'une semaine il n'en achète plus, et ben on lui dit tu as perdu un client. On ne dit pas au profit de qui, de Pepsi ou autre chose, mais en tout cas on lui dit tu as perdu un client. Ou au contraire, on dit ben là le client n'achetait pas du Coca, maintenant il en achète, donc il a gagné un client. Donc ce qu'on appelle le churn. Et les équipes marketing sont très intéressées de connaître ça chez les fournisseurs parce que ils peuvent savoir si la campagne marketing fonctionne bien ou pas. Donc le use case c'est celui-là et c'est surtout là-dessus que je vais parler aujourd'hui. Mais ça peut s'appliquer à d'autres use cases bien sûr au niveau du groupe. Donc on va commencer notre voyage dans ce que l'on a fait, ce qu'on fait et ce que l'on compte faire. Mais qui est un peu bloqué actuellement avec quelques problèmes de budget, mais ça c'est encore autre chose. Alors, ce qu'on veut faire au final, c'est quoi? C'est de dire qu'on a des data platforms dans les pays. Donc, on va prendre un exemple, la France, le Brésil et l'Espagne. Voilà, on en a au moins 8 qu'on récupère tous les jours et donc 32 qu'on récupère toutes les semaines. Parce qu'il y a des pays intégrés qui appartiennent à Carrefour et des pays franchisés, voilà, comme l'Inde, la Chine, le Maroc, l'Algérie, tout ça c'est des franchises. On a les données que toutes les semaines. Mais le problème est le même. Les données, on va les intégrer dans United, et ensuite on va pouvoir servir des use cases pour faire des data marts qui représentent chacun des use cases, notamment de Links ou autres solutions. Donc on va commencer, et je vais commencer par vous poser une question. On va commencer par agréger les données dans United. Donc on a un Cloud Run qui va se déclencher et qui va récupérer les données dans United. Ensuite, pareil pour POS, pour Point of Sales, et ensuite pour Data Shopper. Vous commencez un projet, donc on a commencé le projet il y a 4 ans et demi, presque 5 ans maintenant. J'étais pas encore chez Carrefour, mais bon, ça a été commencé avant, mais comme ça. Qu'est-ce que vous ferez, vous, pour commencer à séquencer ces actions dans le temps? Qu'est-ce que vous utiliserez de manière la plus simple quand vous commencez un projet? Ouais, on chrone. Exactement. On va commencer à chroner. On va dire, tiens, on va commencer, par exemple, on va commencer à 10h à synchroniser les pays. Une fois que c'est fini, on estime qu'à minuit, c'est bon, on peut lancer un premier use case. Et ensuite, à 2h, on peut lancer un deuxième use case. Alors là, je vous ai mis encore un nouveau logo. Donc sur Google Cloud, c'est Cloud Scheduler. Alors c'est un service qui est vraiment tout bête. Vous mettez une cron expression. Donc vous dites si c'est toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, le jour de la semaine, etc. Donc vous avez vraiment une cron expression. Et quand l'expression arrive à échéance, il y a en fait un appel HTTP qui est lancé. Aussi bien dans Google Cloud que n'importe où dans le monde. C'est un appel HTTP que vous pouvez faire. Bon là on appelle un Cloud Run, mais on peut, voilà, c'est vraiment juste, c'est un appel HTTP sur un cron. Voilà ce que fait le service. Donc ok, donc ça marche. Ça marche même très bien. On peut ouvrir le service à 7h30 le matin. On a des engagements pour ouvrir à 8h, donc on est bon. Ça marche tellement bien que nos clients, les fournisseurs de Carrefour, nous demandent plus de choses. On dit, mais nous on veut mettre aussi des données supply. Et là, on fait comment? Une idée pour rentrer supply dans cette nuit qui est trop courte? Airflow c'est un outil, mais on peut faire aussi du séquençage comme ça avec du cron avec Airflow. Ça change pas. Ça dépend des données, tu peux faire des jobs en parallèle.
Exactement, on va commencer par paralléliser les choses. Donc ça, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans à peu près. Donc on a parallélisé, hop, ça va arriver. Donc on va paralléliser, et je vais parler de patterns fan out et fan in. C'est simple, mais bon, juste pour parler un peu de vocabulaire. Donc là, c'est pareil, on va dire que à minuit, on va avoir notre trigger qui se lance, mais cette fois-ci, on va pas lancer un seul job, on va lancer 3 jobs en parallèle, data chauffeur, post et supply, pour arriver à faire notre travail toute la nuit. Donc ça, c'est cool, ça marche bien. Ça nous permet de finir même un peu plus tôt, parce qu'on a réussi à tout paralléliser, et donc c'est pas mal. Là, ce pattern s'appelle un pattern fan-out. En fait, on va diverger. On a un événement et on fait plusieurs branches à partir de cet événement. Voilà, c'est le nom de ce pattern-là. Et ensuite, parce que je vous ai pas tout dit, évidemment, où est-ce que c'est, mais ça arrive ici. Lorsqu'on synchronise avec United, on va aussi copier en parallèle les données qui viennent de tous les pays. Ça va avancer, voilà. Donc on va copier les données de la France, du Brésil et de l'Espagne et on va les mettre dans United. Donc là, vous avez vu, on a une partie divergence, fan out, et après une partie convergence vers United, pour dire que United, c'est bon, on a tout synchronisé. Donc ça, c'est fan out et fan in. Voilà, simplement. Et ça, en fait, c'est fait naturellement parce qu'on utilise un framework qui s'appelle DBT, qui va orchestrer des requêtes. En fait, vous définissez la source, vous définissez la destination, ou vous définissez aussi, au lieu d'une source, c'est une référence. Une référence, c'est le résultat d'une ancienne requête. À partir de ce graphe de dépendance, DBT peut savoir s'il peut lancer ou pas des requêtes en parallèle. Là, typiquement, pour copier des data platforms qui sont indépendantes, il n'y a pas de relation entre les data sources. Donc finalement, on peut tout faire en parallèle. Donc ça, c'est DBT qui le gère de manière native. Donc ça marche plutôt bien. Enfin, c'est bien, moi je suis data architecte chez Carrefour, donc j'étais arrivé, ça faisait 6 mois que j'étais arrivé chez Carrefour. C'est bien, mais moi ça me va pas. Voilà, il y a un truc qui va pas, c'est qu'ici, j'ai une perte de temps. Et j'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, j'ai une perte de temps. Est-ce que vous savez ce que c'est le pire des cas? Voilà, c'est ça, exactement. Ça veut dire que j'ai pas encore fini de faire la copie d'un United que mes use cases commencent à créer les data marts. Alors on perd du temps, on perd de l'argent, on perd plein de choses, donc là c'est une catastrophe. Donc ça va pas. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? Alors, ordonnance, ouais, mais ordonnance c'est quoi, ordonnancer? Parce que là c'est ordonnancé avec des crons. Alors ordonnance comment? Voilà, en fait on va faire de l'event driven, et ça c'est ce qu'on a mis en place donc il y a 2 ans. Alors pas sur tous nos use cases, mais ça commence à arriver, donc ça on est bien. Donc on va faire vraiment de l'event driven. On synchronise dans United. Quand notre batch DBT est terminé, très bien, on va publier un événement dans une queue de messages. Alors sur Google Cloud, on va faire ça avec PubSub. Donc PubSub, un publisher subscriber, donc on va publier un message dans un topic, dans un topic, et ensuite on va créer une souscription. Alors là, il y a 2 types de souscriptions sur Google Cloud. On va faire du pool, où le client vient se connecter à PubSub et récupérer les messages. Ou alors c'est du push, ça veut dire que PubSub va faire un appel HTTP vers une URL avec le message qui est intérieur. Et la magie du cloud, c'est qu'au lieu que ce soit Cloud Scheduler qui appelle Cloud Run, cette fois-ci, ça va être la push subscription qui va appeler le Cloud Run. Et là, on va déclencher notre Cloud Run qui va faire tous nos jobs en parallèle. Donc là, on est bien, on est synchrone. Dans la majorité des cas, on finit même encore plus tôt que précédemment, puisqu'on va réduire le temps d'attente entre les deux jobs. Et donc, voilà, on a optimisé la synchronisation, et surtout, on s'est donné du temps de rejeu. Hein, parce que s'il faut être un petit peu d'informatique, vous savez que ça marche pas tout le temps bien. Hein, donc des fois, pendant la nuit, il faut relancer des choses. Donc là, voilà, on s'est donné un petit peu de temps de rejeu pour ouvrir toujours à l'heure notre service. Donc ça, c'est cool. Hop là, c'est un petit peu vite. Non, on est bon, voilà. Alors c'est cool, sauf que moi, toujours pareil, hein, moi je suis data architecte chez Carrefour au niveau du groupe, et il y a des choses qui m'embêtent. Pourquoi est-ce qu'on décide qu'à 22h, on lance cette synchronisation? D'ailleurs, pour info, aujourd'hui, c'est plus ça, hein, c'est à 10h du matin, c'est plus à 10h du soir qu'on fait de la synchro, mais bon, ça, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à cette heure-ci, une heure précise, pour faire cette synchronisation? Il n'y a pas vraiment de raison, surtout que les pays ont des contextes et contraintes différentes.
On va prendre par exemple la France. Eux, c'est le pays le plus avancé. Ils ont, donc j'ai dit, ils ont du Kafka. Donc en fait, quand vous payez dans un magasin en France, dans les quelques secondes qui suivent votre paiement en caisse, vous pouvez recevoir, si vous avez une carte de fidélité et l'application de Carrefour, dans les quelques secondes qui suivent, vous recevez votre ticket sur votre application. Donc parce que voilà, la caisse envoie directement met le message à Kafka, c'est traité en temps réel et c'est publié directement. Donc ça c'est cool. Notamment parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prendre des tickets de caisse quand vous sortez du magasin. Et imaginez, il y a un vigile qui vous arrête pour savoir si vous avez bien acheté vos produits. C'est quand même sympa d'avoir dans les 2 secondes qui suivent le ticket sur votre téléphone au lieu de finir en prison parce que vous ne pouvez pas prouver que vous avez acheté vos produits. Donc ça, c'est la France. Donc finalement, la France, on synchronise quand on veut, on a toujours les données à jour. Voilà, à quelques secondes près, on est bon. Après, il y a le Brésil. Alors, au Brésil, eux, le problème... assez physique, hein. Ils sont pas sur la même time zone que nous. Amérique du Sud, il y a 5 heures de décalage, donc 5 ou 6 heures, je sais plus, bon bref. Donc ça va pas. Enfin, ça va pas. En tout cas, pourquoi 22 heures? Il n'y a pas de rationnel autour de ça. Si c'est à 22 heures, c'est au milieu de l'après-midi chez eux, donc on n'aura pas toutes les transactions de la journée, donc on n'aura que les transactions complètes sur la journée d'avant. Bon, ouais, c'est complètement arbitraire et voilà, pour le Brésil, ça ne marche pas. Pour l'Espagne, c'est encore autre chose. L'Espagne, ils ont fait une migration dans le cloud, donc ils avaient leur serveur on-prem. Chez eux, très bien, c'était du Cloudera. On dit, allez dans le cloud. En Espagne, ils ont un petit peu... okay, on y va. Donc ils ont pris leur Cloudera, ils l'ont copié, ils l'ont mis dans le cloud. C'est tout. Donc en fait, ils ont toujours des VM, elles sont pas chez eux, elles sont dans le cloud, et c'est du Cloudera qui tourne. Donc là, depuis cet été, ils sont en train de bouger vraiment sur le cloud, à utiliser autre chose que du Cloudera. Mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, leur Cloudera, c'est ce qui leur sert de data platform mais locale, et que pour nous, il faut un extract tous les jours à 21h, et ils le chargent dans BigQuery pour le mettre à disposition dans BigQuery, parce que nous, c'est le contrat que l'on a avec nos pays. Les données doivent être dans BigQuery pour les synchroniser. Donc en fait, ils lancent le job, mais des fois le job ne marche pas, ou des fois il est incomplet, incohérent, et eux, comme ils n'utilisent pas ces données, ils savent pas. Donc c'est nous qui devons leur dire, vos données sont incomplètes, tout ça, donc c'est des fois pas terrible, des fois ouais, ça synchronise pas, donc c'est pas génial. Bref, donc là on est un petit peu embêté, il faudrait trouver une solution idéale pour répondre à ce problème-là. Alors une solution impossible chez Carrefour, donc si vous avez compris, mais Carrefour on est issu de différents rachats, fusions, acquisitions, etc. Donc on est historiquement très décentralisé et chaque pays a son autonomie. Donc la solution qui est impossible, c'est de dire, c'est le groupe qui décide que, par exemple, à 20h, tous les pays commencent à faire leur extract depuis leur data platform ou leur Cloudera ou n'importe quoi et mettre les données à jour dans BigQuery pour que nous, on puisse continuer ensuite. Voilà, le mode dictature chez Carrefour, ça marche pas. Moi qui suis au groupe, pourtant je suis normalement au groupe, je devrais avoir un certain pouvoir sur les pays, non. Le seul pouvoir que j'ai au niveau du groupe, c'est mon pouvoir de séduction. Je peux juste arriver à convaincre les pays de faire des choses, mais je peux pas les imposer à faire des trucs parce que c'est leur budget, c'est leurs équipes, c'est tout ça, donc je préfère. Donc voilà, donc ça marchera pas chez Carrefour, donc on oublie. Par contre, dans d'autres entreprises, ça peut fonctionner. Que le groupe décide de quelque chose et ça roule. Pas chez nous. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est uniquement un pattern en fan-in. C'est-à-dire, c'est pas avoir de divergence au début, c'est juste de dire, faites votre synchronisation quand vous voulez, au moment où vous voulez, quelque part, je m'en manque, c'est vos data platform locales. Quand c'est fini, envoyez-nous une notification, et quand on a toutes les notifications, on peut continuer. Donc une fois qu'on a toutes les notifications, on renotifie dans PubSub comme quoi on a tout le monde, et on peut continuer notre chaîne. Bon, ok. Et bien sûr, s'il y a des gens qui ne sont pas à jour, s'il y a des incidents localement, parce que vous savez que l'informatique, des fois, ça plante, et bien justement, on peut dire qu'à 22h, on met un trigger pour dire, malgré tout, on déclenche au plus tard à 10h pour qu'on ait quand même des données dans BigQuery au niveau de United. Alors, comment faire ça? Eh bien, je sais pas. Au niveau de Google Cloud, il n'y a aucun produit qui permet de faire juste ça. Je prends des événements, et quand j'ai plein d'événements, j'envoie autre chose. Je ne vais pas trouver non plus sur Azure ou AWS. Enfin, s'il y a des solutions, dites-le moi. Moi, j'en connais pas sur d'autres clouds, ni sur Google Cloud. Donc, j'ai demandé quand même à Google Cloud qu'est-ce que je pourrais faire pour ce pattern-là. Google m'a proposé quelque chose qu'on n'a pas mis en place. Je vais vous présenter ce qu'ils m'ont proposé et moi, ça m'a pas plu, mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'a pas plu. Ce qu'ils m'ont proposé de faire, c'est d'utiliser Workflow.
Workflow, c'est encore un autre service de Google Cloud, qui est en fait une machine à état. Vous définissez différentes étapes, soit en séquence, soit aussi en parallèle. Et donc, voilà, vous faites une étape. Donc, une étape, normalement, c'est un appel HTTP. Après, vous récupérez le résultat, vous comparez le résultat à des valeurs. Et si oui, sinon, vous continuez, etc. Bref, c'est vraiment un workflow assez standard. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? C'est de dire, à un moment donné, par exemple le matin, on lance une exécution de workflow. Donc tous les jours, on lance une exécution. Cette exécution va créer des steps en parallèle, et pour chaque branche, on va en fait commencer à créer une URL de callback. Une pour la France, une pour le Brésil, une pour l'Espagne, pour la Pologne, l'Italie, etc. Ok. Une fois qu'on a généré cette URL, on va l'envoyer au pays. Le pays va prendre cette URL, la stocker. Le pays, pendant la journée, pendant la nuit, va faire son process pour extraire les données de sa data platform, enfin pour charger les données dans la data platform. Et quand le pays l'a fait, très bien, il utilise l'URL de callback. Et comme ça, Cloud Workflow attend toutes les URL de callback. Et quand il a tout récupéré, il peut faire une publication de message dans PubSub et on continue la chaîne. Évidemment, s'il y a des incidents au niveau des pays, pas de problème, on peut mettre des timeouts sur les URL de callback, ça marche. Ça marche sauf que, déjà, quand on regarde le process, on a un fan-out et un fan-in. Moi, ce que je voulais, c'est juste du fan-in, pas du fan-out. Donc déjà, c'est pas ce que je voulais. Ensuite, il faut bien avoir en tête que Carrefour est un retailer. Je pense que vous savez. On n'est pas des rockstars en informatique. Peut-être en France, parce qu'en France, quand même, c'est là où c'est le plus gros pays, il y a plein d'équipes, il y a plein de budgets, ça va bien. Quand on voit des pays plus petits, j'ai parlé de la Roumanie, de la Pologne, de la Belgique, effectivement, en Pologne, ils ont 2 personnes pour gérer la data platform. Après, c'est que des prestataires externes, il n'y a que 2 personnes pour faire ça. Ils n'ont pas de budget pour avoir plus de personnes en interne. Donc c'est compliqué. Donc quand on leur dit, on va générer une URL au niveau du groupe et vous envoyer une URL de callback, qu'est-ce que ça veut dire? De leur côté, ils doivent créer une API pour qu'on puisse leur envoyer un message, pour qu'ils puissent stocker cette URL, ensuite ils doivent la réutiliser et puis tout ça. Mais pour certains pays, c'est pas facile. Ils n'ont pas les compétences, pas l'envie, pas le temps, pas le budget. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc déjà ça ne marche pas. Après, en cas d'incident avec l'Espagne, mais par exemple, quand ils règlent leur incident, qu'est-ce qu'ils utilisent? L'URL d'aujourd'hui, l'URL d'hier, l'URL d'avant-hier. Qu'est-ce qu'on envoie comme message? Bref, on n'est pas assez technophile chez Carrefour. Dans certains pays de Carrefour, on n'est pas assez technophile pour arriver à faire ça de manière fiable et sereine. Donc il faut autre chose. Mais cette autre chose n'existe pas. Alors comme ça n'existe pas, j'ai écrit un petit programme en open source que j'ai appelé EventSync. Bon, c'est vraiment tout petit, hein. Je l'ai écrit en un week-end, donc c'est pas rocket science, mais en tout cas, ça a le mérite de pouvoir répondre à la problématique que mes colonnes chez Carrefour. Donc EventSync, qu'est-ce que ça fait? Il y a 4 briques principales. La première, on aura une configuration. On déploie cette brique avec une config. Forcément, c'est pour recevoir des messages qui viennent de différentes data platforms. Donc on va avoir un écouteur d'événements. Donc on va écouter des événements qui vont arriver. HTTP, donc des requêtes HTTP. Ces événements, il faut bien les stocker. Donc là, on va les stocker à un endroit. Et une fois qu'on a plusieurs événements, on va devoir vérifier si toutes les conditions qu'on a définies dans la config sont réunies pour ensuite déclencher un message après. Si les conditions ne sont pas réunies, forcément, on déclenche rien du tout et on attend d'avoir d'autres événements pour refaire le check et voir s'il y a quelque chose à émettre. Et forcément, en entrée, on a toutes nos sources, donc tous nos pays, qui vont pouvoir nous envoyer des requêtes. Donc, ok. Si maintenant je parle plus, donc là c'est vraiment le côté fonctionnel, si on parle vraiment d'architecture plutôt sur Google Cloud, donc, mais bien sûr, on va retrouver du Cloud Run, ça c'est le service que je préfère, donc forcément c'est le Cloud Run que j'ai utilisé. Tout à droite, vous allez voir, on a PubSub, toujours pareil, hein, pour publier un événement et pour synchroniser des services, PubSub est très bien. Et au milieu, il y a une nouvelle brique qui est ici. Alors pour ceux qui font du mobile, je suis sûr que vous connaissez. Alors c'est FileStore sur Google Cloud, c'est l'équivalent de Firebase avec le Firebase en fait, hein, c'est la base de données Firebase qui permet en fait de stocker du JSON. En fait, c'est une base de données serverless qui permet de stocker des documents. Et comme c'est serverless, vraiment, on paye à l'usage.
Donc vous avez, je crois, 50 000 lectures, 30 000 écritures et 30 000 suppressions gratuites par jour. Au-delà, vous commencez à payer. Donc vraiment, quand vous avez vraiment un petit volume, une petite application mobile, vous lancez un jeu vidéo, vous ne savez pas s'il marche ou pas, au début, vous utilisez cette base de données. Voilà, tant que vous avez fait pas plus de 50 000 lectures par jour, ça coûte 0, donc pour démarrer, c'est vraiment très très bien. C'est pour ça que c'est très populaire pour les applications mobiles. Donc voilà, donc j'ai utilisé ces 3 briques, et l'application voilà, ça fait ce que ça fait. Je vais vous faire une petite démo, mais juste après. Je vais juste vous parler des différentes features qu'il y a. Alors je fais pas la promotion, c'est gratuit, c'est open source, donc j'ai rien à gagner. C'est juste pour vous dire, si vous voulez l'utiliser, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Alors, mais déjà, dans l'implémentation que j'en ai faite, j'utilise des produits Google Cloud du début à la fin, du serverless. Mais si vous avez besoin d'utiliser d'autres produits qui sont sur d'autres clouds, voilà, je crois que c'est 350 ou 400 lignes en Go. C'est vraiment pas très compliqué. Si vous avez besoin de faire un update pour mettre autre chose que sur Datastore ou autre, je suis sûr que ça marche. Donc déjà, c'est en serverless, Cloud Run, Firestore et PubSub. On paye à l'usage. Il y a un free tier, donc des quotas gratuits sur Cloud Run, sur Firestore, sur PubSub. Donc l'application avec un faible volume, ça coûte rien. Donc ça, c'est l'avantage. Ensuite, comme on dit tout sur Google Cloud, on peut utiliser la sécurité de bout en bout sur Google Cloud. On n'a pas besoin d'ajouter de couches de sécurité particulières. Donc IAM, Identity and Access Management sur Google Cloud marche très bien aussi. Donc là-dessus, niveau sécurité et coût, on est pas mal. En termes de features, on a donc les endpoints sur lesquels on va recevoir les événements qui sont paramétrables. Bon, on peut leur donner un nom, très bien, donc France, Brésil, Espagne, etc. On a des verbes qu'on peut accepter, donc c'est du get, du post, du put, delete, etc. Donc un ou plusieurs. On va pouvoir processer, on va pouvoir faire les checks des conditions de manière synchrone ou asynchrone. Donc synchrone, ça veut dire qu'on reçoit l'événement, on le stocke, on fait les checks et ensuite on dit à l'émetteur que l'événement a bien été reçu. Soit asynchrone, à ce moment-là, on prend l'événement, on le stocke, on dit qu'on l'a bien reçu et on fait le check en background. Voilà, ça permet de répondre plus vite à l'émetteur de l'événement. Et ensuite, quand on va déclencher des événements, il y a aussi plusieurs options. Déjà, la fenêtre d'observation. Donc, on prend des événements, mais on les regarde sur combien de temps? Sur une heure, sur une journée. Donc, typiquement, chez Carrefour, c'est sur une journée. Donc, on prend les événements de la journée. Et quand on a tout récupéré sur mes journées, on peut envoyer un événement ou pas, si on n'a pas tout reçu. Lorsqu'on envoie un événement, on peut dire on garde le passé ou on fait table rase du passé, ce qui permet d'avoir soit une fenêtre d'observation qui est qui garde le passé ou qui nettoie le passé une fois qu'un événement a été envoyé. On peut demander un minimum d'occurrence sur un endpoint. Alors l'avantage, c'est que typiquement avec la France, eux, ils sont toujours à jour. On peut dire que la France nous envoie toutes les heures, c'est bon, je suis à jour, c'est bon, je suis à jour. Donc la France, on va dire, on va avoir 12, 15, 20 événements avant de se dire que la France, elle est OK. Le Brésil puis l'Espagne, un seul événement, ça suffira pour dire que leur data platform est à jour. Et dernière chose, l'événement qui est généré, en fait, va être un agrégat de tous les événements qu'on a reçus précédemment. Alors pourquoi est-ce que j'avais en tête de faire ça? Alors c'est pas encore en place chez Carrefour, mais l'idée est là, c'est de se dire qu'en fait chaque pays pourrait nous envoyer un rapport d'intégration. Se dire que je suis l'Espagne et j'ai intégré 90% de mes caisses. Voilà. Et après, ça permet de connaître ça, et les applications qui sont en aval, va dire, tiens, l'Espagne est à 90, la France est à 100%, le Brésil est à 100%, est-ce que je continue mon use case où j'agrège toutes les données, ou alors si l'Espagne 90 c'est pas assez, j'arrête, je préfère ne rien faire plutôt que de faire mes agrégats, de faire mes use cases et avoir des problèmes ensuite. Je dis ça parce qu'il y a, je crois, il y a un an et demi, il y a eu un gros problème au Brésil. 70% des caisses n'avaient pas été reçues par le groupe parce qu'il y avait eu, je crois, je sais pas si c'était un feu ou un incident réseau en Amazonie, et donc ça avait coupé vraiment les 2/3 du pays étaient coupés. On n'avait pas reçu les données. On s'en est pas rendu compte. On a tout intégré. On a calculé tous nos datasets, tous nos datamarts avec des données qui étaient incomplètes et très incomplètes parce que le Brésil c'est quand même le deuxième pays de Carrefour et donc ça allait pas du tout. Ça a mis un peu la brouille. Il a fallu supprimer les données, les recalculer. Enfin bref, c'était un petit peu le bordel. Donc voilà. Donc l'idée c'est d'éviter ça si on a des rapports d'intégration.
Alors maintenant, la démo, toujours le point le plus sensible, parce qu'on ne sait jamais si ça marche. Avant de commencer, qu'est-ce qu'a fait cette démo? Ben forcément, on a EventSync au milieu. J'ai créé une page. Alors, je suis pas un web développeur, donc soyez indulgents. Hein, j'étais content avec Gemini, j'ai pu créer des choses qui étaient pas trop mal, donc voilà, ça pas trop mal. Il y a trop de boutons. Bref. Voilà, j'ai juste content moi. Donc voilà, j'ai créé une page web, donc forcément qui va discuter avec EventSync. Et quand il y a un événement qui est émis, il est mis dans PubSub. Et là, j'ai créé un petit composant spécialement pour la démo, si vous veut bien s'afficher, voilà, qui va en fait écouter en permanence, donc qui va faire un pull sur une souscription de PubSub. Et dès qu'il y a un événement, je vais le pousser en WebSocket sur la page. Alors maintenant, hop, moment de vérité. Ça marche, tac. Donc voilà, allez, superbe page. Je suis content. Donc j'ai un endpoint typiquement qui permet de récupérer la configuration. Donc ici, vous voyez qu'on a la config avec 3 points d'entrée A, B et C. Donc ici, typiquement sur le point d'entrée A, qui va être celui-là, on attend une seule occurrence. Sur le point d'entrée B, on va attendre 3 occurrences. Et sur le point d'entrée C, c'est la même chose, on va attendre une occurrence. Par contre, on va garder que la dernière. On peut estimer qu'on a des choses, mais par exemple comme la France, qui envoie toujours « je suis à jour, mais je suis à jour ». On n'a pas besoin d'envoyer dans le message qui va sortir ensuite dans PubSub « je suis à jour ». On prend que le dernier qui dit « je suis à jour », ça nous suffit. Voilà, après l'observation est sur une heure, etc. Bon, ça, on a plusieurs configurations. Je reviens tout en haut, je vais envoyer quelques événements dans la file de messages. Donc là, on voit aussi l'appel HTTP qui a été fait. Donc là, je fais aussi un post voilà, sur l'entrée A, sur l'entrée B, qui est ici. Pareil, sur l'entrée C. Voilà, donc j'ai envoyé un dans chaque. Ici, j'ai envoyé 2. Très bien. J'ai envoyé 2 ici. OK. Et là, donc, dès que j'ai envoyé ici le 3, parce qu'il faut 3 événements au niveau de B, on va recevoir un message dans PubSub. Le message PubSub, on va le voir ici. Je l'envoie. Donc, il part. Donc, je vous ai dit, là, c'est le mode synchrone. Donc, le message B est parti. Il y a eu une évaluation qui a été faite des conditions qui ont été acceptées. Donc, on a reçu un message et ensuite, on a reçu l'acknowledge de l'événement. Donc, voilà, là, c'est plutôt le côté synchrone. On fait d'abord le check avant d'envoyer le OK au client qui a émis le message. Donc ici, on retrouve donc le message qui est en sortie avec l'entrée A qui est ici avec un seul message. L'entrée B qui est ici, qui a reçu 3 messages, il fallait qu'il y en ait 3, donc on voit bien le B1, le B2 et le B3. Et si on descend tout en bas ici avec l'entrée C, on va avoir donc 2 messages reçus, il en fallait un seul, et on n'envoie que le dernier. Donc c'est ici, on va voir que le C2 et le C1 n'est pas là. Donc voilà, donc l'application fonctionne comme ça. Vous avez vu, il y a plusieurs fonctions aussi. On peut aussi forcer le déclenchement d'un trigger. Donc là, si je force, je vais recevoir un message PubSub avec forcément rien à l'intérieur, hein, 0, 0 et 0, parce que j'ai pas mis d'événement. Et si je mets un événement ici et qu'après je fais un reset, ça, pareil, ça efface les données de l'historique. Donc voilà pour cette petite application que j'ai faite. C'est pas sorcier, mais par contre, ça va nous aider chez Carrefour pour faire ce qu'on souhaite. Alors comment est-ce qu'on veut implémenter ça chez Carrefour? Alors comment est-ce qu'on veut, hein, parce que c'est un peu du futur. Aujourd'hui, en étant au groupe, au siège à Massy, je travaille étroitement avec la France, donc c'est facile de travailler avec la France, les équipes de la France pour implémenter ça, donc on a essayé de le faire avec la France. Mais quand on veut synchroniser plusieurs data platforms et qu'il n'y en a qu'une qui nous répond, on synchronise pas grand-chose. Donc mais pour l'instant, on attend que les pays veuillent bien travailler avec nous pour faire des choses. Vous connaissez le contexte de l'inflation, tout ça, donc les budgets ont été rabotés dans tous les pays de Carrefour, donc aujourd'hui on a du mal un petit peu à trouver du temps et de l'argent pour que les pays veuillent bien travailler avec nous. Donc voilà, on a toujours ça en attente, on essaie de le tester et de motiver quelques pays à travailler avec nous. Voilà, on l'a dans les cartons. C'est pas encore en prod ni même en recette. Donc l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire que toutes les data platforms là vont pouvoir faire leur mise à jour quand elles veulent chez Carrefour, donc localement. Une fois qu'elles ont fini, elles vont utiliser toujours la même URL. Il n'y a pas une URL qui change tous les jours, une URL de callback comme avant. Dès que c'est fini,
elles disent moi j'ai fini, et c'est EventSync qui va récupérer tous ces événements et dire ah ben c'est bon, j'ai toutes mes data plateformes qui ont répondu, pas de problème, j'envoie un message dans PubSub. Et évidemment, vous avez vu qu'on a un endpoint aussi pour forcer le déclenchement. On peut toujours mettre un cloud scheduler, par exemple à 22h, en disant malgré tout, si j'ai pas tout reçu dans la journée, je me déclenche. Et s'il se déclenche et qu'il y a en fait tous les pays qui sont à 0, c'est vraiment toujours à l'application qui est en aval de récupérer ce rapport, ce message qui sort là, on va plutôt appeler ça un rapport, et de dire est-ce que j'ai tous les pays, est-ce qu'il me manque certains pays, si j'ai aucun pays, je ne fais rien. Voilà, donc c'est vraiment la responsabilité de savoir si je me déclenche ou si je fais le job, n'est pas à l'appelant, mais vraiment à l'appeler. Donc la partie United va devoir décider en fonction de ce message, si on lance les process de synchro ou pas. Donc voilà ce qui est aujourd'hui dans les cartons. J'espère qu'on va pouvoir le déballer assez rapidement. Noël arrive, donc j'espère qu'on va déballer les cartons et déballer les cadeaux. Mais bon, pour cette année, j'y crois pas. On espère l'année prochaine. Juste un petit mot de conclusion, vous pouvez l'essayer localement, vous pouvez même le modifier, le mettre sur du Azure ou du AWS ou sur d'autres types de bases de données. Voilà, vous pouvez partager vos avis si vous voulez le faire évoluer, si vous avez besoin de nouvelles features et tout ça, je serais ravi soit d'accepter vos pull requests, soit de les faire, parce que ouais, malgré tout, même si je suis data architecte, j'ai commencé comme développeur il y a 17 ans en faisant du Java, à l'époque où Java dominait le monde. Bon, c'est plus trop le cas. Donc voilà, donc j'étais, voilà, je suis toujours ravi de faire un petit peu de dev, mais comme ça m'amuse. Oui, maintenant c'est Python, même si, ouais, on va pas rentrer dedans. Bref, en tout cas, merci pour votre attention. Si vous voulez, il y a un open feedback là, donc la QR code, si vous voulez le remplir. Pour ça, si c'était intéressant, pas intéressant, si c'était amélioré ou ça te fait chier. Ça me va aussi, hein. C'est toujours bien d'avoir un feedback, donc voilà, qu'il soit bon ou pas, c'est toujours intéressant. Vous pouvez me retrouver si vous voulez sur Twitter et LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. EventSync est sur GitHub. Et puis de toute façon, je vais partager mes slides aussi sur Twitter et LinkedIn, donc si vous voulez les avoir, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez des questions maintenant aussi, je serai ravi de vous répondre. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a une ici. Je me demandais si les différentes filiales toléraient peut-être l'installation de sondes chez eux pour vérifier l'état, au lieu de soit eux de prévenir, que vous soyez en charge un peu de voir où est-ce qu'ils en sont et de dire je pense que tu es prêt, je vais me servir maintenant. Ouais, alors c'est un bon point. On aurait pu le faire dans l'ancien monde quand on faisait du Hadoop, HDFS et ce monde-là. Là maintenant, les pays mettent les données sur BigQuery. Et BigQuery, on met pas de sonde. BigQuery, c'est chez Google. Alors, il faut demander à Google si on peut mettre des sondes sur BigQuery pour savoir si. Non, ça marche pas. Donc, oui, en effet, on pourrait imaginer avoir des scans sur BigQuery pour savoir si les données sont à jour, savoir si les tables sont à peu près les mêmes que la veille en termes de volume pour savoir mais qu'ils sont prêts. Oui, on pourrait imaginer faire des choses comme ça. Mais c'est trop complexe par rapport juste, dites-nous quand vous avez fini, quand votre job est fini, envoyez un message et puis c'est bon. Donc, on peut toujours imaginer d'autres choses plus complexes. On va essayer de rester un peu plus simple. J'ai vu qu'il y avait une question. J'ai une petite question, c'était pour savoir si parmi les solutions que vous avez explorées, donc, au début, donc, au terme de process, vu qu'on a ce décalage horaire qui fait qu'on ne peut pas forcément tout recevoir en même temps, est-ce que vous avez essayé d'envisager de quand même mettre un trigger qui récupère toutes les données, même s'il n'y a pas tout, comme vous avez déjà expliqué, et qui fasse son agrégation, affiche la sortie, mais qui a un pipeline qui s'exécute entre un ou deux jours plus tard, qui récupère donc les anciennes données, un jour descend, 2 jours descend, 3 jours, selon les besoins. Bon, du coup, si jamais ils ne revoient que le lendemain, du coup, on aura quand même récupéré les données. Ouais. Les données seront complètes avec le pour les demain, ou si ce n'est pas complet la veille. Mais si jamais c'est complet, du coup, le jour J, vous avez un instant T les résultats. Est-ce que c'est une solution que vous avez écartée? Alors, c'est quelque chose. Alors, le fait d'arriver à récupérer les données au fil de l'eau ou plusieurs jours après, c'est quand même des choses que l'on fait parce qu'on récupère les données de manière incrémentale tous les jours et on fait des full refresh 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, pour se remettre à jour, pour se réaligner. Mais en fait, on s'est rendu compte que on peut faire plus simple.
Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'aujourd'hui, enfin, le besoin initial, c'est de dire, on prend les données des data platforms de tous les pays, on les centralise, et après, on fait des datasets pour tous nos clients. Il se trouve que chez nos clients, hein, un petit peu comme partout, par exemple, vous parlez à Nestlé, il y a des équipes France, des équipes Brésil, des équipes Espagne, et les équipes vont regarder que les données de leur pays. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on s'embête à tout synchroniser une fois pour ensuite tout éclater et les clients regardent ça par pays? En fait, on va avoir seulement des chaînes par pays et ça marcherait très bien aussi. Donc en effet, la chaîne de la France, par exemple, on lance à 22h, le Brésil, c'est à 4h du matin, ça gênerait pas parce que finalement, nos clients regardent les données que pays par pays. Mais ça, on n'avait pas cette idée-là au début, donc on s'est un petit peu entêté à faire mais toujours ça, mais en fait la réalité va être plus simple, je pense. Donc je ne sais pas si on va arriver à faire ça. Donc, voilà, on est en train d'explorer d'autres choses parce que les usages sont plus simples. Ouais. Oui, je me disais aussi, quand on a un besoin comme ça de synchroniser plusieurs acteurs différents en fait sur leurs données au travers le monde, peu importe le fuseau horaire, finalement, est-ce que c'est pas le genre de problématique qui pourrait être résolue avec une blockchain, par exemple, une blockchain dédiée au stockage de ces données-là, et ça permettrait d'avoir constamment un flux d'informations validé par les différentes antennes, par exemple, de chaque pays. On peut imaginer plusieurs antennes dans chaque pays qui valident ces données-là, et plutôt qu'avoir un modèle transactionnel un peu lourd, où on a des gros appels de fusion de données, avoir un système plus distribué sur le temps. Est-ce que c'est le genre de technologie qui est envisagée aujourd'hui pour ce genre de tâches? Alors pour la blockchain, non, elle n'est pas envisagée sur ce genre de tâches-là. On l'utilise pour d'autres choses, plutôt pour la traçabilité des produits dans l'inventaire ou autre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire de la blockchain pour 3 milliards de tickets de caisse? Je suis pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là aussi où on pousse les pays, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on fait des choses par pays, ou plutôt on va faire du temps réel, mais du streaming. Pourquoi attendre que les données soient toutes accumulées à un moment, qu'on ait 4 Tera de données au Brésil pour les rapatrier en Europe et les traiter, plutôt que de les récupérer au fil de l'eau? On pourrait très bien imaginer ça, donc c'est plus simple, plus fluide de récupérer ces données-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a que la France qui fait du temps réel. La Roumanie et la Belgique, comme ils ont les mêmes contraintes européennes que nous, doivent aussi se débarrasser du ticket de caisse et faire apparaître le ticket de caisse dans leur application de leurs clients. Donc la Roumanie et la Belgique sont en train de travailler sur du temps réel pour 2025. Mais voilà, les autres pays n'y sont pas encore. Il faut savoir qu'au Brésil, on a Carrefour Brésil qui est une grosse institution et qui est plutôt à l'avance avec des grosses équipes. On a aussi d'autres modèles au Brésil, par exemple Atacadão, qu'on a entendu un petit peu parler en France, on a ouvert ce concept près de Paris cette année. Atacadão, il travaille encore avec un papier et un crayon, il reporte ça dans une fiche Excel qu'après il nous envoie dans le... voilà, donc c'est vraiment le mode, mais c'est l'épicerie à l'ancienne. Voilà, il travaille vraiment à l'ancienne. Donc voilà, il y a encore des systèmes qui sont pas prêts de passer sur du temps réel. Donc voilà, voilà. Et la blockchain, alors on n'en parle pas, hein. C'est rien pour faire. Ouh là là, on est très loin. Oui. Comment vous faites pour gérer les modes de chargement différents? Parce que d'un côté, vous avez quelque chose qui est en temps réel, de l'autre côté, vous avez plus quelque chose qui est en batch. Donc là, vous avez le même moteur, vous êtes vers une architecture, je sais pas, Kappa, Lambda, tout ça. Alors oui, on a le même moteur parce qu'on le déclenche à un moment. Alors, comme tu parlais de Airflow tout à l'heure, oui, en effet, on déclenche. En fait, au début, on déclenchait. En effet, on déclenche un pipeline avec Airflow. Alors, c'est Composer. Composer est un Airflow managé sur Google Cloud. Donc, Composer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des appels à des Cloud Run Jobs. Donc, il fait des appels API à Cloud Run Jobs qui, lui, embarque le DBT qui fait le traitement ensuite. Donc, en fait, on va enchaîner nos étapes comme ça, parce que c'est vrai que on copie les données, copier c'est bien, après il faut les nettoyer, il faut les mettre au format, il faut faire des choses, donc on a plusieurs étapes quand je dis on copie les données de la France, c'est pas qu'une copie, c'est copie, transformation et gestion, c'est tout ça que l'on fait avec DBT, mais oui, en fait on utilise un outil type Airflow justement pour piloter ça. Donc le process, vraiment le traitement de DBT est fait sur du Cloud Run Job, et ensuite l'orchestration est fait par Composer. Ouais. Je vais essayer de la formuler, c'est pas évident, mais on va dire, de fusionner, j'imagine, des tickets de caisse qui proviennent de pays différents. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir des sources de données différentes et d'interroger en fait à la fois plusieurs sources de données, voire partiellement, est-ce que en fait que la fusion se fasse juste sur le format des données et pas vraiment sur leur localisation?
localisation, quoi, l'endroit de stockage. Ouais. Alors, on pourrait très bien dire, on a des BigQuery dans tous les pays, et on fait une requête, et au lieu de couper les données, on fait juste une requête, et dans la requête, dans du SQL, on transforme, et après on a tout au même format. C'est parce que, malgré tout, quand on fait du DBT pour transformer les données, hein, c'est du SQL qui permet de transformer d'une cible à la destination. Alors déjà, BigQuery, c'est super bien, mais on peut pas faire des requêtes entre les régions. C'est-à-dire que si on fait une requête en Europe, nous on a des données en Europe Ouest 1, donc en Belgique, on peut pas les requêter au Brésil. Il faut d'abord dupliquer les données, puis tout ça. Pour la petite info, il y a une private preview sur BigQuery qui permet de faire des requêtes mais cross-région. Donc ça arrive sûrement pour 2025, mais pour l'instant c'est pas possible. Le point aussi que l'on fait, c'est qu'en fait, on préfère répliquer les données pour être sûr d'avoir une base qui existe. Parce que si on perd les droits, s'il y a un problème côté pays ou n'importe quoi, on va perdre la source et on va plus pouvoir faire nos agrégats ensuite. C'est plutôt une sorte de tampon de sécurité que l'on conserve. C'est pour ça qu'on a fait cette réplication, qui n'est pas du tout écologique, hein, parce qu'on a les données à un endroit, on les réplique au niveau de du United et elles sont redupliquées dans les datamarts ensuite. C'est pas le plus écologique, je t'accorde. D'autres questions ou on est bon? Ok, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention.